Alors les amis, on va se faire les petites failles IDOR. On va découvrir un petit peu ce que c'est et vous verrez que on les utilise souvent pour faire du pentest, hein. C'est des vulnérabilités que vous retrouverez dans des applications web qui vous donnent accès à des données auxquelles on ne devrait pas avoir. Donc on va voir comment on peut trouver, exploiter ces vulnérabilités. Ça sera parfait quand vous faites du web pentesting, ok? Donc, IDOR, déjà ça veut dire Insecure Direct Object Reference, hein, donc référence à un objet direct de façon non sûre. Ok? Donc, c'est un type de vulnérabilité au niveau des contrôles d'accès. Et ce type de vulnérabilité peut se produire lorsqu'un serveur web reçoit une entrée fournie par l'utilisateur pour récupérer des objets. Ça peut être des fichiers, des données, des documents, etc. Et qu'une confiance trop grande a été accordée aux données d'entrée et qu'elle n'est pas validée côté serveur, côté backend, pour confirmer que l'objet demandé appartient à l'utilisateur qu'il demande. Alors, on va voir ça. Donc, on va prendre un exemple. Imaginez que on vient de s'inscrire à un service en ligne et que vous souhaitez modifier les informations de votre profil. Le lien sur lequel vous cliquez, vous allez sur http://onlineservice.thm, profil, hein, on a le string query, on a le paramètre user ID et on a le 1305 qui est passé en paramètre. Ok? Égal 1305 pour voir les informations. Et donc, bah là, la curiosité prend le dessus et vous vous dites 1305 c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait si je change la valeur de le user ID? Si je mets 1000, par exemple. Ok? Et à votre grande surprise, vous pouvez maintenant voir les informations d'un autre utilisateur. Vous avez maintenant découvert une vulnérabilité IDOR. Idéalement, il devrait y avoir une vérification sur le site web pour confirmer que les informations de l'utilisateur appartiennent à l'utilisateur connecté qu'il demande. Hein. Très simple. Vous vous connectez au site, ça génère un token, ça génère un jeton qui peut être enregistré dans un cookie dans votre navigateur. Et là, on peut comparer la valeur du cookie ou du jeton avec l'URL. Ok? Et si jamais vous demandez une autre valeur que la vôtre, par exemple 1305, hein, on peut corréler avec le cookie et se rendre compte que il y a un problème. Hein. Vous essayez d'accéder à des ressources auxquelles vous n'avez pas le droit. Donc comment ça se passe? Hein? On se retrouve avec, voilà, un exemple. On voit quoi? Bah, qu'on a accès à différentes choses. Je peux cliquer, voilà, j'ai accès au mail, voilà, ça nous l'envoie. Hein. Cliquez sur le link below. Ok. Donc là, on voit que c'est l'order 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant je commence à bidouiller, moi. Mais je dis, bah écoute, ouais, ça c'est cool, mais là, par exemple, il y aurait quoi? Hein. On voit qu'on peut changer, hein, directement dans l'URL. Alors, c'est pas forcément passé en paramètres, là, vous voyez, hein, c'est comme une sorte de répertoire, mais il y a un problème. Bon, pour l'exemple, ils vous ont pas tout mis, mais vous imaginez bien, la faille, ça veut dire que vous changez le numéro, vous accédez à quelque chose qui ne vous appartient pas. Ok? Donc, que la facture d'un autre client, par exemple, hein, c'est le meilleur exemple. Donc vous voyez comment c'est extrêmement sensible. Hein. Vous dites, ok, voilà, t'as reçu, tu vas sur le site et tu peux bidouiller directement dans l'URL. Ok? Donc ça, c'est un exemple très simple, mais pour que vous compreniez. Alors, on va fermer ça. On va voir les ID codes. Ok, c'est important. Ou uncoded IDs, comme on dit. Donc les idées codé, encodé. Hein. Donc, lors de la transmission de données d'une page à l'autre, que ce soit par des données de publication, des chaînes de requêtes ou des cookies, les développeurs web prennent souvent d'abord les données brutes et les encodent. Hein. L'encodage garantit que le serveur récepteur sera en mesure de comprendre le contenu. Donc, le codage modifie les données binaires en une chaîne ASCII utilisant quoi? Eh ben, généralement un égal pour le rembourrage, de A à Z minuscule, de A à Z majuscule et de 0 à 9. Ok? Donc la technique d'encodage la plus courante, vous la connaissez, c'est le base 64. Et bah, c'est généralement assez facile à repérer. Hein. On peut utiliser des sites comme base 64 Decode pour
décoder la chaîne, puis modifier les données, les réencoder avec base 64 encode et soumettre à nouveau la demande web pour voir s'il y a un changement dans la réponse. Ok? Ou vous pouvez utiliser base 64 sur votre Linux, ok? Qui permet de faire ça. Soit vous faites -E ou rien, ça encode, -D, decode, ça décode. Ok? Donc comme on peut le voir, hein, on a quoi? On decode, on arrive avec quoi? ID, la clé ID qui est égale à 30, je la passe à 10, je la réencode et je la réinjecte. Ok? Donc quel type d'encodage commun est utilisé par les sites web? Je fais le base 64. Ok. Donc, on va voir les ID sous forme de hash, hein, qu'on dit haché. C'est un peu plus compliqué à traiter que les ID qui sont encodés en base 64, mais ils peuvent suivre également un modèle prévisible, hein, comme la version hachée de la valeur entière. Par exemple, si on récupère le numéro d'identification 123, ça va devenir cette valeur, hein, cette chaîne, si on le hache en MD5. Ok? Comment je sais ça? On va prendre 123, on va tester, que vous compreniez bien. Une barre est là. S'il veut bien, je crois qu'il a figé, il a planté carrément le bousin. Donc j'affiche 123 et je peux demander quoi? B1 à F. Donc qu'est-ce que je peux lui dire? On va aller dans mon répertoire, que ça foute pas le bordel. Ok. Je peux lui dire quoi? Je peux faire un écho moins N, hein, 123, je l'ai fait. Hein, et je lui demande de passer MD5 SUM. Ok, 202 CB96. 202 CB96. On voit bien, hein. Donc, ça vaut la peine de mettre tous les hachages découverts via un service web. On a CrackStation qui dispose d'une base de données d'1 milliard de hash pour évaluer les résultats. Donc, qu'est-ce qu'un commun utilisé pour hacher? Eh ben, c'est le MD5. Ok. Ça, vous le verrez souvent. Ok. Et pareil, si je veux m'amuser à quoi? À faire l'opération inverse. MD5, je l'ai pas. J'ai quoi? J'ai Deep. Deep, je sais pas à quoi il sert. Non. Donc, on peut le prendre. Ok, je lui prends tout. Je lui demande bah, de craquer
le H en MD5, on va lui donner son petit puce, on fait travailler Google, s'il nous exploite. Ok, on voit bien qu'il arrive hein, à casser le H et à retrouver la valeur initiale. Ok. Donc, là, c'est bien mode 123. Ok. Ensuite, on a les identifiants dits imprévisibles. Ok. Unpredictable IDs en anglais. Si l'ID n'a peut-être pas été détecté à l'aide des méthodes SITSU, une excellente méthode de détection d'IDOR consiste à créer deux comptes et à échanger les numéros d'ID entre eux. En fait, si vous pouvez afficher le contenu des autres utilisateurs à l'aide de leur numéro d'identification, tout en étant connecté avec un autre compte ou sans être connecté du tout, vous avez trouvé une vulnérabilité IDOR. Ok, donc vous devez pen tester une application. Ok, vous faites du bug bounty, vous allez créer deux faux comptes, deux vrais comptes. Hein, ça dépend du point de vue, et vous allez essayer de jouer avec les paramètres de l'application et voir si vous pouvez accéder d'un compte à l'autre sans vous déconnecter. Ok, vous connectez avec un compte, le but c'est de d'arriver sur le deuxième compte. Ok, et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, il y a une faille IDOR sur le site web. Donc pour ce faire, hein, c'est un test simple, mais très bon pour détecter, il nous faut deux comptes. Vous l'avez compris, vu on va essayer de passer de l'un à l'autre. Ensuite, où c'est situé? Eh ben, généralement, on a un point de terminaison, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle un endpoint, qui est vulnérable, que vous ciblez. Et c'est pas toujours quelque chose que vous voyez dans la barre d'adresse. Il peut s'agir du contenu que votre navigateur charge via une requête Ajax, par exemple, ou quelque chose qui est référencié dans un fichier JavaScript. Hein. Donc il va falloir penser à regarder le code source. Et parfois les points de terminaison peuvent avoir un paramètre non référencé qui peut être d'une certaine utilité pendant le développement de l'application web, hein, qui a été laissé dans le code source et qui a été ensuite poussé en production et on a oublié de d'effacer. Ok. Donc par exemple, on peut remarquer un appel vers user detail, ok, affichant vos informations utilisateurs qui sont authentifiées via votre session lorsque vous vous connectez, mais grâce à une attaque connue sous le nom d'exploration de paramètres, vous découvrirez un paramètre appelé user ID que vous pouvez utiliser pour afficher les informations d'autres utilisateurs. Par exemple, on va faire user detail, user ID 123, user ID 124, 1, 100, 99, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important, ok? On fait ce qu'on appelle du parameter mining. Hein, on va miner les paramètres, c'est-à-dire qu'on va faiser en fait, hein, on va tester, jusqu'à trouver un paramètre qui est faillible et qui va être notre point d'entrée. Et, euh, et voilà, pensez que c'est pas uniquement quelque chose qui est visible dans le paramètre, dans votre barre d'URL, ça peut l'être également dans le code source. Ok? Donc requête Ajax ou du JavaScript. Donc on va se démarrer la machine. Ok. On va accéder à un lien, un site web. On va essayer de se connecter. On va cliquer sur la section client, créer un compte. Une fois connecté, on va aller dans notre compte et on va voir que ça nous donne la possibilité de modifier les informations telles que le nom d'utilisateur, l'adresse mail, le mot de passe. Et on va voir que les champs de nom d'utilisateur et d'email sont pré-remplis avec nos informations. Donc, on va commencer par étudier comment ces informations sont pré-remplies. On peut, vous le savez, avec CTRL, Maj I ou F12, ouvrir les outils de développement dans notre navigateur F12. OK? Voilà. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Et on va essayer de rechercher un point de terminaison. Là, visiblement, il y a une interface de programmation qui s'appelle V1, version 1. Et là, on a quoi? On a Customer qui est appelé. OK? Le string queuing avec notre paramètre qui s'appelle ID et le user ID visiblement qui est passé en paramètre. Ok, donc on va pouvoir jouer là-dessus. Et cette page,
elle renvoie quoi? Si on regarde là dans cet exemple, on voit bien qu'il y a un get qui est fait, le customer, point d'interrogation ID, paramètre ID 13, qui est passé, account, hein, au niveau de l'initiateur, et c'est bien du JSON. Ok. Donc si c'est du JSON, vous le savez, hein, c'est du langage balisé, et on peut le dire. Et là, on voit en effet qu'il y a bien l'ID 13 qui est passé en paramètre, et en plus, encapsulé dans le fichier JSON, on a quoi? On a la clé username, nom d'utilisateur qui est égal à Adam, une chaîne de caractères, ok, et email, la clé qui est égale à quoi? À adam@test.com. Pareil, une chaîne de caractères, valeur du email, ok. Rien de bien compliqué. Faut juste être curieux, regarder, hein. Toujours, c'est, on pense pas, mais les outils développeurs peuvent être sacrément utiles. Ok? Donc on va essayer de tester ce paramètre ID et on va essayer de le remplacer par un autre utilisateur. Essayer de sélectionner, par exemple, là dans notre exemple, on va tester de 1 à 3 et on va voir comment réagit l'application web. Ok? Donc, bien sûr, vous ne deviendrez pas des produits d'or, c'est juste pour que vous compreniez le concept de base, ok? Et puis après, bah, il faudra creuser euh, et faire des exercices hein, pour bien maîtriser cette faille, ok? Donc là, j'ai mon application, on va aller dessus, on va voir ce qui se passe. Ça a l'air très vif. Je vais relancer le VPN. Ok. Donc, on a des champions, hein, un staff dédié, et toujours là pour vous assister en cas de problème informatique. Bah, heureusement qu'ils sont là. Donc, on va voir l'Acme Support, Customers, Contact, ok, Sign up here, ok, ok, oh, tuto, et partout ce tuto. Et oui, il faut qu'ils nous emmerdent même pour un truc comme ça, bande de bâtards. Donc, Toto, on va prendre Toto, là, ok. Et on va lui demander, voilà, de générer un truc super complexe. Ok? Donc là, on voit en effet que, voilà, hein, c'est du ticketing, et je peux créer des tickets, hein, et voir éventuellement ce que je peux faire. Donc là, current user, je peux demander de faire une mise à jour, hein, on l'a vu, on va voir, et on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe sous le capot. Donc là, j'ai ma session, je suis bien. On va aller dans Inspector, non, dans Network. Installer du temps. Ouais. Ok. Donc là, ça recharge, parfait. Il faut qu'on trouve notre point d'entrée. Ok, donc qu'est-ce qu'on va essayer? On a vu, on va essayer de bidouiller un petit peu dans account, mon account. Hein, je peux modifier. Current user, je peux dire quoi? Toto. Si je fais un update, hein. Donc là, il me dit quoi? Il me dit oui, écoute, t'es gentil, hein, tu t'appelles déjà Toto, donc voilà, change-moi un truc. Donc je vais mettre Tata. Et là, on voit qu'il y a Success Username. Ok, mais je retrouve pas encore mon fichier XHR. Alors, on va essayer de faire les deux. Là, on a notre référeur qui est point de barre Customer. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas commencer à taper là-dedans? Page not found.
non plus. Alors, ok. Tact. Donc ça, c'est pour envoyer des mails. Boom. Ok, customer. Your account. Là, on voit Customer ID 15. Donc là, ça devient intéressant. Hein, on voit bien que, il y a quelque chose qui est passé à l'API. Alors, est-ce que je peux pas commencer à faiser? Ok. Est-ce que je peux pas lui dire, bah écoute, tiens, copie. Là, on va faire l'appel vers l'API. Hein, c'est notre point de terminaison. On a vu quoi? Qu'il y a API Customer. Ça fait si je le passe à 1. Hein, c'est le principe de leader. Donc 15, ça passe. À 1, on récupère les informations. Ok. Donc vous voyez, on passe d'un compte à une autre. C'est le principe de la vulnérabilité. Test, test, count. Ok. 3, dans notre exemple. Ok. On arrive là-dessus. Moi, je suis quoi? Je suis 15. Et en théorie, je devrais pas accéder à tout ça. Ok. Donc vous voyez le principe. On va modifier les paramètres, aller chercher l'appel. Hein, là, c'est file. On voit que là qu'on a notre JSON. Je peux aller taper dessus. Hein, il est visible. Data. Vous savez que c'est formaté comme ça. Là, il nous le présente proprement, ok? Mais voilà, c'est ce principe. Le JSON, vous savez, c'est encapsulé, ok? Dans des petites accolades. Et on a ce principe de clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. Ok? Donc c'est bien un fichier JSON. Et bah on voit qu'on peut le modifier. C'est pas vérifié par quoi? Bah c'est pas vérifié par le backend, par le serveur, et du coup, bah on peut triturer les métadonnées et abuser de cette faille. Non, il ne le demande pas. D'accord, il y a un flag, mais il ne le demande pas. Ok. Écoutez. Alors, quel est le nom de l'utilisateur? Bah, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a fait? Utilisateur 1, c'est Adam84. Et l'adresse mail de l'utilisateur 3, pareil. Faisait, hop, hein, c'est ce qu'on appelle du parameter mining. Hein. Je vais creuser, creuser au niveau des paramètres. Je vois qu'il y a quoi? Il y a le customer qui a appelé le query string ID en paramètre. Je me dis, bah écoute, c'est peut-être mon point de terminaison vers l'API. Il y a un appel. Je vais essayer de bidouiller, ok, pour voir si éventuellement il y a ce type de vulnérabilité. Voilà. Pas bien compliqué, hein, c'est juste pour voilà comprendre le concept d'IDOR. Et bah, il y aura d'autres exercices, vous inquiétez pas. Mais voilà, un petit truc sympa. Et puis, vous verrez que bah, certains sites, ça craint un peu. Donc maintenant que vous connaissez la faille d'or, à chaque fois que vous allez dans un site et vous voyez qu'il y a des choses qui sont passées en paramètres, allez dans le code source, ok, regardez les appels qui sont faits en JavaScript, faites un contrôle F, tapez Ajax, pour essayer de trouver quelque chose, ok? Et si vous voyez que là, il y a un href vers quoi? Vers les serveurs Cloudflare et qu'il y a un appel vers Ajax, ben, n'hésitez pas à creuser, hein, voir qu'est-ce qui est appelé, quelle ressource, quel script, etc., etc. Ok? Voilà, voilà, les principes. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.